taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to... Les arbres du Sud portent un fruit étrange. Du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines. Des corps noirs qui se balancent dans la brise du Sud. Un fruit étrange suspendu au peuplier, scène pastorale du vaillant Sud. Les yeux révulsés et la bouche déformée, le parfum des magnolias doux et printaniers. Puis l'odeur soudaine de la chair qui brûle. Voici un fruit que les corbeaux picorent, que la pluie fait pousser, que le vent assèche, que le soleil fait mûrir, que l'arbre fait tomber. Voici une bien étrange récolte. Une récolte étrange et amère. Strange Fruit, Billie Holiday, 1946. Caméra et montage Winnie J, microphone Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous retrouver en ce dimanche matin pour une autre édition de votre émission, pour une autre édition de notre émission. J'espère que vous vous portez bien. J'espère surtout que vous passerez cette heure avec nous, heure au cours de laquelle nous allons réfléchir sur la problématique du peuple noir. Le 21 février dernier ramenait le 55e anniversaire de l'assassinat brutal d'un des héros du peuple noir, Malcolm X. Cet homme est tombé sous 21 balles de 3 tireurs. Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce que, le 21 février dernier, les enfants de Malcolm X ont demandé qu'on rouvre le dossier de l'enquête judiciaire sur l'assassinat de leur père, puisque l'un des policiers qui travaillait sous couvert pour la police de New York et pour le FBI a révélé dans une lettre posthume qu'à la demande de ses supérieurs, il a piégé les gardes du corps de Malcolm X, il les a fait arrêter 2 ou 3 jours avant l'assassinat de Malcolm X, et leur arrestation a facilité la voie à l'assassinat de Malcolm X. Et je me suis dit, quelle occasion pour réfléchir sur l'héritage de cet homme, qui est mort dans sa quarantaine, qui est le produit du système américain, qui est au fait le type d'homme tel que le système américain a voulu qu'un Afro-Américain fût. Et on verra que par sa détermination, par sa combativité et surtout par sa lucidité, il comprend le système, en sorte que son héritage aujourd'hui peut nous être utile. Je me pose la question, jusqu'à quel point on réalise la pertinence de Malcolm X pour nos combats de peuple noir aujourd'hui. Vous l'aurez compris, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à Malcolm X, son histoire, son héritage et surtout le sens de son combat. Et mon but, c'est qu'à travers l'émission d'aujourd'hui, on puisse apprendre quelque chose de lui, on puisse surtout être plus déterminé encore à se battre pour l'égalité des droits. Non seulement des blancs avec les noirs, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, l'égalité des droits pour tous les peuples. Car quand on comprend bien Malcolm X, c'est pour cela qu'il s'est battu. À ce stade-ci, vous connaissez le rituel, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là,
Je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Avant la pause, on s'était promis de consacrer l'émission d'aujourd'hui à ce grand homme, ce héros, cet Afro-Américain qui est assassiné à l'âge de 40 ans et à qui il ne manquait que du temps pour réaliser de grandes actions, pour pour inscrire dans le réel ses grandes idées, ses grandes doctrines. Ce qui me frappe en lisant sur la vie de Malcolm X, en réécoutant ses vidéos, en réécoutant ses discours, et il en a prononcé de très grands, c'est à la fois sa lucidité sur le système américain, mais également sa pertinence en matière de la manière dont les Noirs de son temps ou les Noirs d'aujourd'hui doivent mener leur combat pour parvenir à une égalité réelle avec les Blancs. Quand on sait que cet homme est né le 19 mai 1925, il a porté le nom de Malcolm Little avant de devenir Malcolm X, mais qu'il fut assassiné un 21 février 1965, 40 brèves années, mais que de ces 40 ans, il aura passé près d'une dizaine d'années en prison. On est surpris de tout ce que cet homme a eu le temps de réaliser. Quand je dis réaliser, c'est la doctrine, car il y a une doctrine Malcolm X. Quand je dis tout ce que cet homme a eu le temps de réaliser, c'est sa compréhension, n'est-ce pas, de l'enchaînement que subissent les Noirs. Et quand on voit le nombre d'années très court au cours duquel il a vécu sur Terre, on est encore une fois surpris de sa compréhension du système. Mon but, au terme de l'émission, c'est qu'on puisse apprendre quelque chose de cet homme et qu'on puisse transmettre son héritage. Un héritage de dignité, un héritage pour une société plus équitable, une société plus juste pour tous et toutes. Et quand je dis pour tous et toutes, Malcolm X est vraiment devenu un universaliste. Il est devenu un humaniste en ce que les combats qu'il menait, oui, visaient en priorité les Noirs, mais c'est des combats qu'il menait pour tous les opprimés du monde entier, en sorte que tous ceux qui sont de bonne foi, qui veulent vraiment apprendre quelque chose, pourront apprendre quelque chose de Malcolm X. Mais pour comprendre à la fois le sens du combat de Malcolm X, pour comprendre l'héritage de Malcolm X, nous devons nous replonger dans les États-Unis du début du siècle dernier. Bref, il nous faut aussi nous replonger dans les États-Unis du 19e siècle, car toutes les injustices que les Noirs vont subir au 20e siècle vont être mises en place dès le 19e siècle, au fait, dès la fin de la fameuse guerre de sécession en 1865. En 1865, la guerre de sécession a pris fin et du même coup, Abraham Lincoln a mis un terme, n'est-ce pas, à l'esclavage et il a proclamé que les prochaines années devraient être consacrées à la reconstruction. Non seulement à la reconstruction du tissu social, à la reconstruction de la pensée américaine, tout le monde était d'accord, sauf que ces années de reconstruction ne concernaient pas du tout les Afro-Américains qui allaient être toujours considérés comme des sujets, c'est-à-dire comme des citoyens de seconde zone.
Car même si en théorie, dès 1870, un amendement à la Constitution a été voté au Congrès pour permettre, n'est-ce pas, aux Noirs de voter, mais dans la pratique, les Noirs n'arrivaient pas à voter car on leur réclamait toutes sortes de conditions pour pouvoir voter. On réclamait par exemple qu'ils sachent lire et écrire. Or, la plupart d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire. On leur réclamait par exemple des preuves qu'ils ont payé des impôts pour pouvoir voter. On reconstituait, n'est-ce pas, la carte électorale pour les empêcher d'être majoritaires dans certains comtés, dans certaines circonscriptions, en sorte que cette affaire de vote est devenue, n'est-ce pas, la croix et la bannière. C'était devenu une véritable épreuve pour les Noirs qui ont fini, n'est-ce pas, par laisser tomber ce droit de vote. Au niveau social, les choses étaient terribles, n'est-ce pas, pour les Noirs, car rapidement, après, n'est-ce pas, la fin de la guerre de sécession, on a fait voter les fameuses lois Jim Crow, lois au terme desquelles, eh bien, la ségrégation était devenue légale. Les Noirs vivaient d'un côté, les Blancs vivaient de l'autre côté. Quand les Noirs, vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce combat, montaient dans un autobus, eh bien, ils ne pouvaient pas s'asseoir n'importe où. Les places de devant étaient réservées aux Blancs. Eux-mêmes devaient se contenter des places de derrière. En parlant de l'autobus, ce n'était pas seulement l'obligation de s'asseoir en arrière, mais c'est le circuit aussi à suivre. On montait en avant pour payer, on redescendait et on passait à l'arrière pour s'asseoir à l'arrière, ce qui symbolisait la place qui était réservée aux nègres, n'est-ce pas, dans une société à majorité blanche. Ils ne pouvaient pas manger non plus dans les mêmes restaurants que les Blancs. Il y avait des restaurants où il était interdit aux Noirs d'entrer, voire de s'asseoir pour manger. Et, on se comprend, les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas fréquenter les mêmes écoles. Il y avait des écoles qui étaient réservées strictement aux Blancs. Ces écoles-là, n'est-ce pas, étaient de bonnes écoles, des écoles avec, n'est-ce pas, un autre curriculum, des écoles de privilégiés, quoi. Et d'autres écoles qui étaient strictement réservées aux Noirs et avec toutes les coupures qu'on peut imaginer dans ce temps-là. Les Noirs ne travaillaient pas, voilà pourquoi ils se retrouvaient, n'est-ce pas, au bas de l'échelle économique, et quand ils trouvaient du travail, n'est-ce pas, souvent c'était des travaux forcés, le fameux péonnage, car dans les lois Jim Crow, il y avait des lois qui interdisaient aux Noirs de faire du vagabondage. Regardez à quel point le cercle est vicieux. Le Noir cherchait du travail, il n'en trouvait pas, mais pour chercher du travail, il fallait bien qu'il se déplace. Or, s'il se faisait arrêter pour du vagabondage, il était jeté en prison et en étant en prison, l'État pouvait l'embaucher à faire des travaux forcés pour les maîtres qu'il avait, lui le Noir, pendant l'époque de l'esclavage. Donc, la ségrégation, c'était pas seulement une séparation entre les Blancs et les Noirs. La ségrégation, c'était une façon, par le système américain, de garder le Noir au bas de l'échelle. Il n'avait pas de droits, ou du moins très peu comparé aux Blancs, et statistiquement parlant, ça c'est intéressant de le dire, tous les Afro-Américains, 20% des Afro-Américains qui sont nés entre 1965 et 1969 ont fait de la prison. Imaginez. 20% des Afro-Américains qui sont nés entre 65 et 69. Rappelez-vous que Martin Luther King est assassiné en 1968. Donc, 20% des Afro-Américains qui sont nés entre 65 et 69 ont fait de la prison. Pour quelle raison? Trouvez-en. Parfois, c'est pour du vagabondage, d'autres fois, c'est pour l'alcool, d'autres fois encore, c'est pour la drogue, d'autres fois, c'est pour un geste quelconque qui est associé à la criminalité ou au banditisme. Toujours est-il que 20% d'entre eux, les Afro-Américains, étaient emprisonnés. C'est dans ce contexte-là que Malcolm X va naître en 1925. Et quand on lit l'histoire de Malcolm X, c'est important ce que je vais dire là. Malcolm X, c'est le type
de l'Afro-Américain tel que le système le concevait. Il est né dans une famille nombreuse, fils de pasteur baptiste, mais du côté maternel, la grand-mère maternelle de Malcolm X fut violée par un blanc, en sorte que sa mère à lui, Malcolm X, est le fruit d'une relation de violence entre un blanc et une femme noire. Et à sa naissance, il a hérité de la teinte de sa mère. Sa mère fut une femme à toute fin pratique blanche. Et il disait, précisément parce qu'il avait le teint clair, sa mère le détestait parce que sa couleur rappelait à sa mère le viol que sa grand-mère à lui, c'est-à-dire que la mère de sa mère avait subi de la part d'un blanc. Mais d'un autre côté, son teint clair le faisait aimer un peu plus de ses frères et sœurs de la part de son père qui voyait dans son teint clair comme une promesse d'avancement social. Imaginez le contexte déjà. Ce Malcolm X est un brillant étudiant. On dit qu'il a terminé, n'est-ce pas, ses études secondaires en étant premier de classe, sauf que un jour, dans un échange avec son professeur, il lui a révélé que son rêve, c'était de devenir avocat. Et son professeur de lui dire, ce n'est pas un rêve réaliste pour un négro, tu devrais faire comme les autres négros, te préparer à devenir charpentier. Imaginez. Un jeune homme dans son adolescence qui, comme tout adolescent normal, caresse et nourrit des rêves. Lui, c'est un premier de classe. Mais on lui dit, à cause de la couleur de ta peau, tu ne peux envisager d'être avocat. Tu dois faire comme les autres négros, rester à la place que le système a prévue pour toi, rester à la place que le système a conçue pour toi. Tu dois être charpentier. Imaginez ce que cela a comme impact sur l'estime de soi de Malcolm X. Eh bien, très tôt aussi dans son adolescence, il va vivre, n'est-ce pas, une crise d'identité. Il confesse avoir tenté de lisser ses cheveux pour les rendre moins crépus, question d'avoir l'air moins négro, question d'avoir l'air moins black, question de ressembler à un blanc et de se fondre dans une société, n'est-ce pas, à majorité blanche. Mais ça ne lui a pas réussi. Et comme si tout cela ne suffisait pas, eh bien Malcolm X va perdre son père, tandis qu'il était encore tout jeune. Il devait avoir 6 ans. Et la mort terrible de son père va avoir un impact non seulement sur les enfants, mais sur sa mère en particulier, à Malcolm X. En sorte que sa mère va souffrir d'une dépression. Elle va être internée dans un centre psychiatrique pendant de longues années. Et sur ces entrefaites, imaginez, on peut comprendre le tableau. Malcolm X va passer d'une famille d'accueil à une autre famille d'accueil. Il va être accusé dans un premier temps de larcin, de petits vols. Plus tard, c'est pour des vols qualifiés. Il va déménager, on va le retrouver, n'est-ce pas, à Boston. Et à Boston, n'est-ce pas, déjà il est dans la vingtaine. Il va être récupéré par le crime organisé, ce qu'on appelle la pègre. Il va développer une dépendance par rapport à la drogue. Il va commettre des vols beaucoup plus sérieux, en sorte que il va donc commettre un vol par effraction et porter illégalement une arme. Et là, il est reconnu coupable de vol par effraction et de port illégal d'armes. Il est condamné à 10 ans de prison. Quand on entend tout cela, c'est tout à fait banal pour un Afro-Américain des années 50. C'est tout à fait banal pour un Afro-Américain des années 60. Au fait, c'est encore tout à fait banal pour un Afro-Américain aujourd'hui. Puisque démographiquement parlant, malgré le fait que les Noirs représentent un peu plus de 13% de la population américaine, eh bien les Noirs constituent quand même 40% de la population carcérale aux États-Unis. Et j'ai une statistique beaucoup plus grave encore. On dit que 30% des Noirs qui ont fait
leurs études secondaires vont faire de la prison aux États-Unis. Et si d'aventure, ils ne finissent pas leurs études secondaires, plus de 50% d'entre eux vont faire de la prison. Et ça, cette statistique-là ne date pas des années 50. Donc, vous notez que malgré en apparence les choses ont changé, malgré le fait que, n'est-ce pas, on a des législations qui paraissent plus équitables, malgré le fait même qu'on a eu un président noir, malgré le fait qu'aujourd'hui on a une femme noire comme vice-présidente aux États-Unis, le fait demeure que plus de 30% des Afro-Américains qui ont fini leurs études secondaires vont faire de la prison et un peu plus de 50% d'entre ceux qui ont rompu leurs études secondaires vont faire de la prison. On établit, en ce qui a trait, n'est-ce pas, au noir, un lien de cause à effet entre le niveau d'études qu'on fait et le risque qu'on a de se retrouver en prison. Malcolm X, c'est donc le produit du système américain, c'est donc le produit de l'idéologie américaine pour un Afro-Américain. Tu vas être né dans une famille brisée. Tu n'as très peu de chances de terminer tes études secondaires. Si tu les pousses tes études secondaires, eh bien, tu n'auras pas nécessairement une profession honorable. Tu vas devoir te contenter de peu. Et entre-temps, tu vas donc passer d'une maison d'accueil à une maison d'accueil. Tu vas avoir de la dépendance par rapport à l'alcool ou à la drogue et tu vas être récupéré par le crime organisé, en sorte que tu vas te retrouver en prison où tu passeras 20 ans, 30 ans, 40 ans si tu n'es pas assassiné sur la rue avant ta quarantaine. Voilà pourquoi j'aime à dire, quand on regarde, n'est-ce pas, Malcolm X, on a un portrait réaliste de ce que le système américain a toujours souhaité pour les Afro-Américains. Et pourtant, c'est en prison que Malcolm X va se redécouvrir. C'est en prison que Malcolm X va se construire. C'est en prison qu'il va avoir le temps de réfléchir par lui-même sur le système américain, sur le sens qu'il doit imprimé à sa vie et surtout sur la manière dont il allait aider ses frères à comprendre ce système de manière à les aider à s'en sortir. Selon son propre témoignage, dans son autobiographie, il a dit « Ces 7 ou 8 années de prison qu'il a passées étaient les années de grande liberté pour lui. Il n'a même pas réalisé qu'il était en prison car il en a profité pour lire. Il en a profité pour cultiver sa passion pour l'éducation. Il en a profité surtout pour faire de lui un autre homme. Et quand je lis la vie de Malcolm X, l'une des premières leçons que je tire de l'héritage de Malcolm X, c'est que peu importe les difficultés, peu importe la pensée des idéologues de ce système, nous pouvons quand même demeurer maîtres de notre destin. Si malgré tout ce que je vous ai dit sur Malcolm X, n'est-ce pas, il a pu se reconstruire en prison, insistais-je, c'est qu'il nous est toujours possible de tirer avantage des épreuves de la vie, quelque dures soient-elles, car on demeure maître de son destin. Évidemment, il faut aussi dire un mot sur Elijah Muhammad, puisque c'est entre autres grâce à lui, grâce à la correspondance soutenue que Malcolm X a entretenue avec Elijah Muhammad, que Malcolm X, selon son propre dire, va devenir un autre homme. Il va se convertir, n'est-ce pas, à l'islam, mais par islam, on entend, n'est-ce pas, Nation of Islam, qui est un type d'islamisme particulier pour les Afro-Américains, pour les Afro-descendants. Ce n'est pas l'occasion ni la plateforme pour rentrer dans les détails par rapport à cela. Toujours est-il que lorsque Malcolm X va sortir de prison, eh bien, il sera un autre homme. Je voudrais, à partir de maintenant, m'intéresser aux grandes idées qui ont animé cet homme. Je voudrais, à partir de cet instant, m'intéresser aux grands combats, aux grandes luttes qu'il a menées pour qu'on puisse mieux apprécier son héritage.
Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble. Pour saisir l'héritage de Malcolm X, il faut dire un mot sur sa passion pour l'éducation. Cet homme a dit que c'est en prison qu'il a repris goût pour l'éducation, c'est en prison qu'il a repris goût pour la lecture. Il a lu au point d'en user, d'en user ses yeux. Et voici deux phrases qu'on doit à Malcolm X qui illustrent sa passion pour l'éducation. Écoutez ce qu'il a dit. Sans éducation, on ne va nulle part dans ce monde. Quand j'ai lu cette phrase, eh bien, ça me rappelle la pensée de Cheikh Anta Diop, le docteur, l'érudit Cheikh Anta Diop, qui nous invite, nous les Noirs, à nous armer de science, c'est-à-dire de savoir jusqu'aux dents. Malcolm X a dit, sans éducation, on ne va nulle part dans ce monde. Et ça, c'est quelque chose que nous devons rappeler à nos enfants. C'est quelque chose que nous devons nous rappeler nous-mêmes, noirs, afro-descendants, etc. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, je suis en colère quand je vois la quantité de jeunes dans mon pays qui sont privés d'école. Haïti, c'est encore 40% de gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et dans beaucoup de nos pays, dans beaucoup de nos pays, n'est-ce pas, les jeunes filles, surtout celles qui vivent dans les régions rurales, sont privées du pain de l'éducation. Or, en privant, n'est-ce pas, nos peuples du pain de l'éducation, on les prive d'autant d'un outil extraordinaire pour se battre. Sans éducation, disait Malcolm X, on ne va nulle part dans ce monde. Et il ajoute, ce qui illustre encore sa passion pour l'éducation, l'éducation est le passeport pour le futur, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. And it takes education. The whites have to be re-educated so that the racism that they have in their heart can be eliminated, and our people have to be re-educated so that we will know how to do something for ourselves instead of waiting for others to do it for us all the time. Souvent, lorsqu'on parle de Malcolm X, on le présente comme celui qui faisait la promotion de la violence, on le présente comme le raciste, celui qui détestait les Blancs. Or, quand on prend le temps de comprendre, n'est-ce pas, Malcolm X, c'était pas un raciste. D'ailleurs, il disait qu'il déteste tous les mots qui finissent par isme, que ce soit le racisme ou bien le christianisme ou bien l'islamisme. Non, lui, ce qui l'intéressait, c'était un combat pour la justice, un combat pour l'équité, un combat pour une société plus juste, mais plus juste pour tous et pour toutes. Et donc, le premier point à retenir de Malcolm X, c'est sa passion pour l'éducation. Je l'ai dit, si Malcolm X est entré dans la liste, si Malcolm X, n'est-ce pas, a sauté dans le combat des luttes pour les droits civiques en faveur des Noirs, il ne l'a pas fait seulement parce qu'il est noir, il ne l'a pas fait seulement parce qu'en tant que noir, il sait ce que ça veut dire que de subir la brutalité policière, ce que ça veut dire que de subir le racisme. Il fut exposé à ce qu'on appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, le privilège blanc, avec tout ce que ça peut entraîner comme crise identitaire pour un jeune noir. Mais s'il est entré dans la liste, dis-je, c'est pour mener le combat en faveur de tous les opprimés. D'ailleurs, il l'a dit, il a fait le tour du monde, il a rencontré entre autres Castro, n'est-ce pas? Et ce qu'il a compris, c'est que le combat des Noirs aux États-Unis devait transcender les Noirs pour rejoindre tous les opprimés du monde entier. Que vous soyez vietnamien en son temps, vous savez, la guerre au Vietnam, que vous soyez aujourd'hui, n'est-ce pas, une femme qui se bat encore pour l'égalité des droits avec les hommes, eh bien, Malcolm X était pour cela. C'est même un idéal chez Malcolm X, l'égalité pour tous. Un troisième élément de l'héritage de Malcolm X qu'il faut souligner, c'est
sa passion pour la dignité des Noirs, sa passion pour la dignité de l'humain. Et c'est pour ça que Malcolm X ne pouvait pas être raciste. C'est pour ça qu'il s'est toujours tenu loin de ces ismes-là qui réduisaient, n'est-ce pas, l'humain à sa plus simple expression. Lui, il disait que l'humain est porteur d'une dignité intrinsèque et au nom de cette dignité intrinsèque, il a droit à l'égalité avec les autres. Voilà pourquoi une société inégalitaire le mettait en colère. Une société inégalitaire l'interpellait pour qu'il se donne jusqu'au fond pour l'obtention justement pour l'égalité des droits. Un autre élément important de l'héritage de Malcolm X, et celui-là, on devrait bien l'entendre parce que nous, les Noirs, nous, les Afro-descendants, nous sommes portés vers une religiosité, n'est-ce pas, très avancée, parfois même jusqu'au fanatisme. Eh bien, Malcolm X se battait pour séparer le combat politique des croyances religieuses. Il était croyant jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais renié, n'est-ce pas, sa foi en islam, mais contrairement à ses mentors dans le Nation of Islam, il disait justement qu'il faut séparer le combat politique des croyances religieuses. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des pays africains, quand on voit ce qui se passe, n'est-ce pas, avec ces violences, n'est-ce pas, religieuses, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le terrorisme religieux, on réalise à quel point cet homme était en avance sur son temps. On peut être croyant, mais il faut séparer le combat politique des croyances religieuses. Voilà pourquoi il va même créer une organisation à laquelle il va inviter tous les Noirs, indépendamment de leurs croyances ou de leur incroyance, indépendamment de leur religion. Il allait leur faire bon accueil, car il était convaincu que pour mener le combat politique, il faut séparer ce dernier des croyances religieuses. Malcolm X était un homme vertical. L'un des éléments de son héritage, c'est le fait, et ça c'est important, qu'il refusait de condamner la violence des opprimés. Là, il faut dire un mot, puisque on a toujours opposé ces deux frères, même si à la fin de sa vie, Malcolm X s'est rapproché de Martin Luther King. Eh bien, on nous a appris à voir en Martin Luther King, n'est-ce pas, une espèce d'apôtre de la non-violence qu'il faut aimer. N'y a-t-il pas une journée consacrée à Martin Luther King qui est au fait un jour de congé aux États-Unis? C'est très bien. J'aime Martin Luther King, c'est un frère qui nous est très utile. Et si aujourd'hui, n'est-ce pas, on parle des droits civiques aux États-Unis, c'est entre autres grâce à Martin Luther King, pas seulement à lui, car Martin Luther King a eu des prédécesseurs. Pensez à William Du Bois, pensez à Marcus Garvey, pensez à Rosa Parks, pensez à Daisy Bates. Et les autres, et les autres, et les autres, c'est toute une nuée d'illustres prédécesseurs, n'est-ce pas, que Martin Luther King a connu. Mais toujours est-il que si aujourd'hui on parle de droits civiques pour les Noirs aux États-Unis, on le doit entre autres à Martin Luther King et à sa méthode non violente. Bravo pour Martin Luther King. Sauf que tout le monde ne peut pas penser de la même manière et tout le monde ne doit pas penser de la même manière. L'histoire nous a appris à opposer ces deux frères, Martin Luther King et Malcolm X, alors qu'en réalité, ils sont complémentaires. Ce que Malcolm X a dit, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'on ne peut pas condamner la violence et la condamner dans un seul sens. Quand c'est l'oppresseur qui me prive de mon droit de travailler, quand c'est l'oppresseur qui me prive de mon droit de m'éduquer, quand c'est l'oppresseur qui me prive de mes droits sociaux, quand c'est l'oppresseur qui me prive, n'est-ce pas, de l'égalité avec lui, ça aussi c'est de la violence. Mais personne ne condamne pas cette violence. Sauf que quand l'opprimé réagit à cette violence dans son instinct de légitime défense, tout le monde condamne cette violence-là. Voilà pourquoi Malcolm X dit non, lui, il refuse de condamner la violence de l'opprimé, car ce qu'on appelle la violence de l'opprimé est au fait de la légitime défense. Regardez
dans nos pays aujourd'hui, ou même regardez aux États-Unis. Vous vous souvenez qu'après l'assassinat de George Floyd, lorsque dans la mouvance du Black Lives Matter, des Noirs ont commencé à foutre le feu, n'est-ce pas, dans certains commerces. Ils ont commencé pour exprimer leur colère à, n'est-ce pas, foutre le feu dans certains bâtiments. Eh bien, les gens ont crié à la violence. Je veux bien. Mais sauf que s'il faut condamner la violence, il ne faut pas la condamner seulement lorsqu'elle est perpétrée par l'opprimé, car, nous dit Malcolm X, la violence de l'opprimé est une réponse à la violence de l'oppresseur. Or, si l'on veut une société juste et équitable, il faut condamner la violence. Et quand elle vient de l'oppresseur, ce qu'on n'entend pas toujours, mais également quand elle vient de l'opprimé. Or, si on ne dit rien quand la violence est exercée par l'oppresseur, mais qu'on la condamne lorsqu'elle est perpétrée par l'opprimé, on n'aura pas une société juste, on n'aura jamais une société équitable. Et Malcolm X l'a compris lors des entrevues, des nombreuses entrevues qu'il a accordées, n'est-ce pas, aux chaînes de télévision américaines, lorsqu'on lui reprochait, en le comparant justement à Martin Luther King, qu'il n'est pas comme Martin Luther King, qui lui opte pour la non-violence et que lui refusait de condamner, n'est-ce pas, la violence des opprimés, il s'en tenait à ses propos de verticalité. On ne peut pas blâmer la violence des opprimés, car la violence des opprimés, c'est de la légitime défense. Pensez-y bien. Je vous avais promis de réfléchir sur la pertinence et sur la contemporanéité de Malcolm X. Regardons la situation dans nos pays de Noirs. La majorité d'entre nos concitoyens ne savent ni lire ni écrire. La majorité d'entre eux vivent dans une situation d'extrême pauvreté ou d'insécurité alimentaire. La majorité de nos pays, n'est-ce pas, ne connaissent pas la démocratie. Pour quelle raison? Parce que les pays tuteurs s'arrangent pour placer à la tête de nos pays les politiciens qu'ils aiment parce que ces derniers exécutent leur agenda chez nous. Dans nos pays, n'est-ce pas, c'est la pauvreté extrême, en sorte que ce qui est considéré comme des droits inaliénables en Occident, eh bien, cela est perçu comme une faveur chez nous. Le droit de manger à sa faim, le droit d'aller à l'école, le droit, n'est-ce pas, à l'eau potable, le droit à l'électricité, etc. Tout cela relève dans nos pays comme des faveurs, alors que dans le système occidental qui maintient, n'est-ce pas, cette pauvreté dans nos pays, tout ceci constitue, n'est-ce pas, des droits. N'est-ce pas de la violence que de priver la majorité d'une population de nourriture, que de priver la majorité d'une population du droit de travailler? Alors, quand cette population réagit, n'est-ce pas, en provoquant le bordel, en foutant le feu, n'est-ce pas, dans certains commerces qui symbolisent son exploitation, alors on crie à la violence. Malcolm X est pertinent et contemporain en ce qu'il refuse de condamner la violence de l'opprimé si on ne condamne pas d'abord la violence de l'oppresseur. Un élément important de l'héritage de Malcolm X, c'est son plaidoyer pour l'union complète des Noirs. Je vous ai dit que, tandis qu'il était en prison, il s'est converti à The Nation of Islam, à la religion islamique. Et il est resté croyant jusqu'à sa mort. Et pourtant, à un moment donné, il a compris que si le combat des Noirs ne transcendait pas les chapelles religieuses, eh bien, ces combats-là n'allaient jamais parvenir, n'est-ce pas, à atteindre leurs objectifs. Aussi, lorsqu'il est revenu de la Mecque, il a fondé lui-même une organisation pour l'unité afro-américaine. C'était, dit-il, un groupe politique et non religieux, car il a compris que pour utiles que soient les croyances, il a compris que pour utiles que soient les religions étaient des éléments qui divisaient les Noirs.
Ils étaient soit chrétiens ou musulmans ou catholiques, très peu d'entre eux, mais à l'intérieur même, n'est-ce pas, du protestantisme auquel la plupart des Afro-Américains s'identifiaient, il y avait tant de subdivisions, il y avait tant de sectes, en sorte que ils étaient incapables, ces Noirs-là, de s'élever au-delà des chapelles religieuses pour voir ce qu'ils avaient en commun, c'est-à-dire la privation de leurs droits. Cet homme était en avance de son temps, plus que les autres, en ce qu'il disait, je dois donner l'exemple, même si je suis musulman dans mes croyances, je vais mettre sur pied une organisation pour les Afro-Américains qui va les inclure tous sans tenir compte de leurs croyances, sans tenir compte, n'est-ce pas, de leur religion. Regardez vos pays africains aujourd'hui. Regardons nos pays dans les Antilles. Qu'est-ce qui nous empêche de nous entendre pour mener un combat politique? La religion. Dans un seul pays, vous avez une minorité de chrétiens, une majorité de musulmans, et au nom de la religion, eh bien, cette minorité va être persécutée par la majorité musulmane. Parfois, c'est le contraire. Vous avez une majorité chrétienne, vous avez une minorité musulmane, et au nom de la religion, cette majorité chrétienne va persécuter les musulmans. Parfois, c'est d'autres religions, telle tribu n'arrive pas à s'entendre avec telle autre tribu au nom justement des croyances religieuses. En Haïti, on ne peut pas toujours s'entendre pour mener le combat parce que tel pasteur estime qu'il ne peut pas s'entendre avec telle personne parce que cette personne-là est vaudouisante. Tel leader refuse de s'asseoir avec tel autre parce que lui est catholique tandis que celui-là est protestant. Et on passe notre vie à se battre soit pour Jésus, à se battre soit pour Allah, à se battre, n'est-ce pas, pour les divers prophètes qui sont censés nous avoir apporté la dernière parole de Dieu. Entre-temps, les choses véritablement importantes, les choses sérieuses, comme nos droits fondamentaux, on les laisse de côté parce qu'on a les yeux rivés sur nos divisions politiques, sur nos divisions religieuses. Malcolm X transcendait la question des croyances religieuses et visait l'unité complète de tous les Noirs. Malcolm X, même s'il a toujours été fier de son identité de Noir, même s'il s'est battu d'abord et avant tout pour les Noirs, Malcolm X, à la fin de sa vie, a compris que plus qu'un combat pour une race, plus qu'un combat pour une communauté, la communauté noire, le véritable sens de son combat, c'était pour tous les opprimés. Quel universaliste! C'est rare aujourd'hui de voir quelqu'un se battre autant, mais pas seulement pour sa communauté, pas seulement pour son peuple, s'élever au-delà de sa communauté, s'élever au-delà du peuple dont il est issu pour s'identifier avec les opprimés du monde entier en leur disant « Mon combat, c'est le vôtre, votre combat, c'est le mien, mettons-nous ensemble pour nous battre contre nos oppresseurs communs. » Aujourd'hui, vous savez, l'oppresseur continue à nous dresser les uns contre les autres. Il va dresser le noir contre l'arabe, il va dresser l'arabe contre le noir, et au nom, n'est-ce pas, de la couleur de sa peau, et bien souvent, l'arabe va développer un complexe de supériorité par rapport au noir parce qu'il se sent au niveau épidermique plus près du blanc. Mais waouh! Il n'en demeure pas moins que tu es un opprimé toi aussi. Pourquoi tu ne t'entends pas avec un autre opprimé pour mener le même combat d'oppression? Et souvent, on retrouve cela, n'est-ce pas, dans des pays multiethniques. On retrouve cela dans des pays de multiculturalisme où la question de couleur demeure une question divisive, où la question de couleur demeure une question polarisante. Eh bien, Malcolm X s'élevait, dis-je, au-delà de sa communauté ethnique pour se battre pour tous les opprimés. Il y a une autre leçon que je tire de la vie de Malcolm X. Mais c'est aussi l'une des leçons que je tire de la vie de Martin Luther King. Vous savez,
le système occidental est à ce point pervers parce qu'il est sous la domination de notre oppresseur, le blanc, l'homme blanc. C'est un système de blanc avec les privilèges blancs, un système qui est encore construit sur le racisme systémique, c'est-à-dire sur la hiérarchisation des races. Eh bien, ce système-là a pour perversion d'opposer deux frères, je l'ai déjà dit, qui en réalité sont complémentaires. Regardez, le jour du Martin Luther King Day, si vous prenez le temps d'écouter les discours officiels, on nous présente Martin Luther King quasiment comme un ange. Pourquoi? Parce qu'il est l'apôtre de la non-violence. Vous savez, l'oppresseur aime entendre ce langage. L'oppresseur aime cela quand il nous prive de tout. Il nous prive de nos droits politiques, il nous prive de nos droits économiques, il nous prive de nos droits sociaux, il nous prive du droit à l'éducation, il nous prive du droit, n'est-ce pas, à une vie décente. Mais il aime ça quand nous, les opprimés, on dise on est contre la violence. Parce que quand on dit nous, les opprimés, qu'on est contre la violence, c'est pas sa violence à lui, l'oppresseur, n'est-ce pas, qui est visé, c'est la violence réactive, pour reprendre la formule de Malcolm X. Mais malgré le fait que Martin Luther King était l'apôtre de la non-violence, n'est-il pas mort par la violence de l'oppresseur? N'est-il pas mort assassiné? N'est-il pas mort abattu au vu et au su de tout le monde qu'il a tué, le système qu'il a tué? Le même système, n'est-ce pas, qu'il cherchait à transformer, à réformer par la non-violence, ce système l'a tué violemment, au vu et au su de tout le monde. À sa mort, on va l'applaudir, on va inscrire dans le calendrier civique des États-Unis un jour de congé qu'on appelle la Martin Luther King Day. Pourquoi ce jour de congé? Parce qu'on veut rappeler que cet homme-là était l'apôtre de la non-violence. Waouh! À l'opposé, Malcolm X, ou plutôt en complémentarité, Malcolm X. Cet homme dit, moi, je suis contre la violence pourvu qu'on condamne et la violence de l'oppresseur d'abord et la violence de l'opprimé ensuite. Mais je refuse de blâmer la violence si seulement cette violence-là concerne celle qui est perpétrée par l'opprimé, car la violence de l'opprimé, c'est une violence réactive qui est au fait de la légitime défense. Comment on nous présente Malcolm X? On va nous le présenter comme un bandit, on va le présenter comme un raciste, on va le présenter comme quelqu'un qui fait la promotion de la haine, comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui incite à la violence. Donc, rapidement, on déforme son discours, on déforme sa pensée pour dire à lui, il n'aimait pas les Blancs, lui, il faisait la promotion de la violence. Mais vous notez que lui aussi sera mort assassiné. Alors, moi qui regarde ça 55 ans plus tard, 55 ans après l'assassinat de Malcolm X, moi qui regarde ça, n'est-ce pas, plusieurs années plus tard, après l'assassinat de Malcolm X en 68, nous sommes quand même en 2021, je me dis, peu importe ce que fait l'opprimé, l'oppresseur ne lui fera pas de cadeau. Vous vous souvenez de Martin Luther King qui a fait cette grande marche sur Washington? Et lors de cette marche, nous dit-on, plus de 50% de ceux qui ont marché avec Martin Luther King étaient des Blancs. On se dit, waouh, mais ils sont véritablement prêts à changer, à réformer leur système. Ne soyons pas naïfs. Un humain ne laissera ses privilèges que s'il y est forcé. Et vous savez qui va forcer le blanc à abandonner ses privilèges? L'opprimé, celui qui subit sa violence. Il ne faut pas compter sur celui qui met en place les privilèges, sur celui qui en profite. Il ne faut pas compter sur lui pour réformer son système qui lui rapporte tant. C'est nous qui devons nous entendre, c'est nous qui devons nous unir, c'est nous qui devons parvenir, selon la formule de Malcolm X, à une union complète pour changer les choses. Et il faut, c'est une autre formule de Malcolm X, changer les choses par tous les moyens nécessaires. Ce que j'aime chez Malcolm X, c'est qu'il ne laissait pas
l'oppresseur définir les armes et les outils qu'il devait utiliser pour mener le combat. L'oppresseur pouvait choisir son arme pour faire l'oppression, mais quant à nous les opprimés, nous devons avoir toute la liberté, toute l'autonomie de choisir nous-mêmes nos armes, de choisir nous-mêmes nos outils pour gagner le combat, d'où sa formule par tous les moyens nécessaires. Et les moyens nécessaires, ce sont les opprimés qui doivent en décider. Un autre élément important de l'héritage de Malcolm X, c'est la conscientisation. Malcolm X réalisait que même si tous les Afro-Américains se retrouvaient dans une situation de déni de leurs droits, dans une situation de citoyens de seconde zone, dans une situation, n'est-ce pas, de ségrégation, dans une situation de sous-humanité, mais il savait aussi que la plupart d'entre eux n'étaient pas suffisamment conscients de leur état et ils n'étaient pas conscients de leur capacité de changer les choses. Voilà pourquoi il n'hésitait jamais à prononcer un discours, il n'hésitait jamais à donner un enseignement, il n'hésitait jamais, n'est-ce pas, à faire une homélie, c'était un grand prédicateur, il n'hésitait jamais à répondre à une invitation à lui lancée par les grandes chaînes de télévision. Son objectif était toujours le même, conscientiser son peuple, conscientiser, n'est-ce pas, les opprimés. C'est un homme qui reconnaissait l'utilité des médias pour faire passer son message. Mais quel message? Pas un message, n'est-ce pas, religieux qui nous invitait à regarder au paradis, même s'il était croyant. Pour lui, ce serait de l'aliénation. Pas un message d'amusement qui amusait la galerie et qui faisait oublier les problèmes, mais c'était un message de conscientisation. Un message de valorisation. Oh là là! Ça, c'est un élément important dans l'héritage de Malcolm X. Regardez, un homme qui a connu tout ce que je vous ai présenté là, qui est né dans une famille brisée, lui-même est le petit-fils d'une femme violée par un blanc, n'est-ce pas? Sa mère, très tôt, n'est-ce pas, fut internée dans un centre psychiatrique. Il est passé de famille d'accueil à famille d'accueil. Il a passé près de 10 ans de sa courte vie en prison. On aurait pu s'attendre à un Malcolm X tellement écrasé, à un Malcolm X tellement complexé. Et pourtant, regardez cet homme. On voit un homme fier, on voit un homme vertical, on voit un homme qui n'a rien à envier aux Blancs et qui pouvait le regarder dans les yeux. Il regardait l'oppresseur dans les yeux en lui disant « Je n'ai rien à envier, à vous envier, vous n'avez rien en plus que moi, vous n'êtes pas supérieur, nous sommes égaux, que vous vouliez le reconnaître ou non. » Voilà le genre de message que nos leaders, religieux ou pas, devraient transmettre à nos peuples. Arrêtons un peu, n'est-ce pas, de leur parler de l'au-delà. Est-ce que nous pouvons nous consacrer sur l'ici-bas? Je suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas être croyant. Malcolm X lui-même était croyant. Mais les croyances de Malcolm X ne l'aveuglaient point sur, n'est-ce pas, l'importance des combats politiques. Tout croyant qu'il fut, il continuait à se battre pour l'avancement des droits politiques de son peuple. Il y a trop d'hommes et de femmes de médias parmi nos peuples qui nous aliènent en nous amusant. Si on passe du temps, n'est-ce pas, dans les médias sociaux, si on prend le temps de dresser le bilan de ce qui se fait dans nos médias, dans nos pays, eh bien, ce n'est guère étonnant que nos peuples soient à ce point aliénés. Pour quelles raisons sont-ils aliénés? Parce que ceux qui ont un micro, ceux qui ont la capacité, n'est-ce pas, de s'adresser à une grande foule, n'utilisent pas cette capacité pour conscientiser leur communauté sur leurs droits, pour conscientiser leur communauté, n'est-ce pas, sur le fait qu'ils vivent l'inacceptable, pour les porter à s'indigner, parce que tout humain est porteur d'une dignité intrinsèque. Malcolm X était l'apôtre de la dignité du noir. Même dans sa posture. Moi, c'est un homme que j'aime regarder. Il a vécu, n'est-ce pas, dans la première moitié du siècle dernier. Eh bien, si vous prenez Malcolm X, vous le mettez aujourd'hui, on dirait que c'est un homme contemporain dans sa fierté, dans sa posture. C'est un homme fier. Nous aussi, les parents, devons enseigner cette fierté à nos enfants.
Ne pensez pas que parce que nous sommes au 21e siècle, parce que les lois ont changé, parce que les lois condamnent le racisme, parce qu'il n'y a à peu près plus aucun pays où la ségrégation, l'apartheid soit encore légale, ne pensons pas que les choses soient véritablement changées pour autant. Ici au Canada, il y a une nouvelle qui a fait scandale. Je vous avais promis de tout dénoncer. C'est que dans une résidence de longue durée pour les personnes âgées, il y a un employeur qui recherchait une préposée aux bénéficiaires, une espèce d'auxiliaire de la santé. Et l'un de ses critères, c'est que cette personne devrait être de peau blanche. Vous imaginez? Nous sommes au Québec du 21e siècle, le Québec qui professe, n'est-ce pas, l'égalité des races, le Québec qui se propose d'être un territoire accueillant. Voilà que, au vu et au su de tout le monde, une employée passe son annonce publique en disant « Je recherche une auxiliaire, mais cette auxiliaire doit être de peau blanche. » Donc, vous pensez que ça change? Non, ça n'a pas vraiment changé. Il nous faut des Malcolm X qui soient l'apôtre de la dignité. Il nous faut des Malcolm X qui nous invitent, n'est-ce pas, à nous unir au-delà de nos petites querelles religieuses, au-delà de nos petites différences de croyances pour dire il y a quelque chose de plus grand que nous encore. C'est l'égalité que nous devons atteindre avec le blanc. Et pour atteindre cette parfaite égalité en matière de droits politiques, en matière de droits sociaux, en matière de droits économiques, nous devons nous entendre. Est-ce que Malcolm X ne vous parle pas ce matin? Que de fois, en tant que pasteur, vous refusez de vous asseoir avec quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas baptiste comme vous? Que de fois, en tant que leader, vous refusez de vous entendre avec un autre leader parce qu'il n'est pas de la même école ou de la même pensée politique que vous? Que de fois nos pays virent justement à la guerre civile parce que telle religion est majoritaire et donc puisque nous sommes majoritaires, nous devons écraser, n'est-ce pas, les minoritaires au nom de leur Dieu? Vraiment. Et vous savez, quand l'occidental voit ça, quand le tuteur voit cela, quand, n'est-ce pas, le blanc voit cela, car il s'agit de privilèges blancs, il est mort de rire parce que ces religions-là, c'est lui qui nous les a entrées dans la gorge, c'est lui qui nous les a imposées. Et que de nous voir aujourd'hui nous entre-déchirer pour ces mêmes religions que lui a délaissées depuis des siècles, il est mort de rire et nous considère comme des cons. Et à bien des égards, nous nous comportons comme des cons. Malcolm X est contemporain, Malcolm X est pertinent en ce qu'il nous dit. Pour gagner cette bataille, nous devons utiliser tous les moyens nécessaires, tous les moyens que nous estimons nécessaires et toutes les armes que nous estimons utiles. Au-delà de toutes ces armes, ou bien au haut de toutes ces armes, il parle de l'éducation et de l'unité des frères noirs. Puisse cette émission contribuer à nous faire réfléchir sur ce qui nous manque aujourd'hui pour gagner les batailles qui sont nôtres. Nous ne sommes pas unis. Nous laissons la religion nous diviser. Nous laissons, n'est-ce pas, nos professions nous diviser. Nous laissons la doctrine politique nous diviser. Et mieux encore, nous ne faisons pas suffisamment la promotion de l'éducation dans nos pays. Et sans l'éducation, comme l'a dit Malcolm X, nous n'irons nulle part. Puisse cet homme être apprécié à sa juste valeur et puissions-nous surtout apprendre de son grand héritage. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente semaine. Ne l'oublions pas, gardons le moral car tant que va le moral, tout va. Et comme j'aime à le dire, c'est un souhait. Je souhaite que ce souhait soit une réalité. On est ensemble. Car c'est ensemble que nous devons mener la lutte et c'est ensemble que nous allons la gagner. Au revoir. Bonne semaine. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page
et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.